Bonjour à tous. Les jeudis du classique en confinement continuent durant l'été. En attendant de nous retrouver dans notre salle dès le début de la saison prochaine, nous l'espérons tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des œuvres les plus connues de la littérature de piano et de toute la musique occidentale, la sonate au clair de lune d'un certain Ludwig van Beethoven. Et pour illustrer le propos musicalement, nous aurons aujourd'hui la chance de bénéficier de la formidable complicité de l'excellente pianiste liégeoise Maud Renier, qui a accepté d'interpréter spécialement pour nous ce chef-d'œuvre impérissable. Même si le confinement a occupé une bonne part des activités qui devaient avoir lieu en cette année 2020, on se souviendra que nous fêtons les 250 ans de la naissance d'un des géants de la musique, Ludwig van Beethoven. Né à Bonn en 1770, mort à Vienne en 1827, il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique. Tout le monde s'accorde à souligner la puissance émotionnelle de sa musique, sa force titanesque, son tragique digne du théâtre antique, et sa lutte acharnée contre le destin de l'homme que sa surdité va forcément symboliser. Oui, Beethoven est un être tragique, mais son art, nourri de la force intérieure de l'être, tente de nous conduire au-delà du tragique de l'existence, dans une joie retrouvée, étincelle présente dans le cœur même de cette humanité souffrante. Beethoven est donc né à Bonn, issu d'une famille originaire de Malines, ce qui justifie la particule van de son nom, qui ne signifie aucune noblesse, mais qui a pu générer de nombreux fantasmes. Beethoven dira lui-même, pour montrer son désintérêt de la chose, qu'on aurait de meilleurs renseignements sur cette chose importante sans importance auprès des Néerlandais. Son enfance fut difficile et tous les témoignages convergent pour affirmer qu'il fut maltraité durant son enfance par un père brutal et alcoolique, tandis que sa mère était dépressive, effacée, mais tendre. Ses talents précoces amènent son père à vouloir tirer profit de son fils en l'obligeant à se produire en concert. Il fréquente cependant les grandes familles cultivées de Bonn, qui lui offrent une instruction générale et l'introduisent dans les cercles aristocratiques. Il découvre le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach grâce au compositeur et pédagogue Christian Gottlieb Neef, qui l'oriente également vers la composition. Mais c'est en 1792 que le parcours de Beethoven prend un virage spectaculaire. Le comte Wallstein l'envoie à Vienne avec ce billet de recommandation. « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps exprimé. » Le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son disciple. En l'inépuisable Haydn, il trouve un refuge, mais non une occupation. Par lui, il désire encore s'unir à quelqu'un. Par une application incessante, recevez des mains de Haydn tout l'esprit de Mozart. Il forge sa réputation viennoise comme pianiste d'abord, et la rencontre avec Haydn est plus tumultueuse que prévu, malgré une véritable admiration des deux hommes l'un pour l'autre. Dès 1793, Papa Haydn, comme on le nommait, clairvoyant, s'adresse au jeune homme d'à peine 23 ans. « Vous avez beaucoup de talent, et vous en acquérerez encore plus, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration. Vous aurez des pensées que personne n'a encore eues. Vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies. Car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. » Haydn avait parfaitement raison, et les 10 années qui suivent l'arrivée de Beethoven à Vienne sont remplies d'apprentissage de la composition, entre autres avec Albrechtsberger et avec Salieri. Ce sont aussi des prouesses pianistiques, tant dans l'interprétation que dans l'improvisation, qui lui procurent une renommée importante parmi les cercles aristocratiques de la capitale de la musique. Sa notoriété grandit rapidement. Par ailleurs, ses lectures de Shakespeare, des philosophes et des tragédiens de l'Antiquité, comme des représentants du courant Sturm und Drang, comme Goethe ou Schiller, renforcent sa culture et génèrent dans son esprit le développement des idées des Lumières et de l'humanisme. Cette décennie voit la naissance de ses premiers chefs-d'œuvre, comme le premier concerto pour piano, la grande sonate pathétique, la première symphonie ou les créatures de Prométhée. C'est aussi vers 1799 qu'il commence à ressentir les premières altérations de son oreille, conditionnant sans doute l'œuvre que nous écoutons aujourd'hui et toute la suite de son abondante production.
ce que nous appelons la sonate au clair de lune est cette œuvre étrange en 3 mouvements. La 14e sonate, opus 27, numéro 2, sous-titrée Quasi una fantasia, comme une fantaisie, est composée dans la sombre tonalité de Do dièse mineur. Elle est datée de 1801 et est dédiée à Giulietta Guicciardi, une comtesse autrichienne, élève un temps de Beethoven, mais surtout une jeune fille dont le compositeur tomba éperdument amoureux et qui a pu longtemps être une candidate à l'énigmatique éternel bien-aimé. Cette supposition est aujourd'hui écartée par la plupart des biographes. L'énigme de son titre poétique, au clair de lune, reste totale, puisqu'on ne doit pas ce surnom à Beethoven lui-même, mais au poète Rellstab, qui y voyait une rêverie nocturne. Dans la suite, certains ont même appuyé l'idée qu'elle aurait voulu représenter une barque au clair de lune sur le lac des 4 cantons. Et puis les contemporains de Beethoven la nommaient également la sonate de la tonnelle, car elle aurait été composée sous une tonnelle. Enfin, Beethoven lui-même aurait affirmé que son adagio initial aurait été improvisé auprès du cadavre d'un ami cher. Mais les musicologues n'ont pas trouvé de traces de cet ami. Par contre, le titre de Sonata Quasi una Fantasia est bien original et montre une pièce qui manifestement sort des canons habituels de la sonate. En effet, le Fantasia peut sans doute ici être rapproché de l'allemand Fantasieren, qui contient les notions de rêve, de divagation ou d'abandon à l'imagination. Nul doute pourtant que la divagation du premier des 3 mouvements, Adagio sostenuto, soit d'origine funèbre. Après une brève introduction déployant dans les graves une sorte de sombre glas, et dans le médium un écoulement arpégé régulier en triolet, comme le temps qui passe, arrive bientôt l'esprit funèbre par excellence, le célèbre rythme pointé « pam, 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 pam ». Si l'énigme est entière concernant la destination de cet esprit funèbre, le moyen de le réaliser est lui identifiable dans le moment si particulier de la mort du commandeur dans l'opéra Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Ayant blessé mortellement le commandeur, le père de Donna Anna qu'il voulait séduire, Don Giovanni observe impuissant avec son serviteur Leporello l'âme de sa victime qui s'en va. Un bref regard sur la partition nous montre que les dernières secondes de la vie de l'homme qui meurt sont égrenées par ces arpèges en triolet si caractéristiques, pendant que les 3 barytons basses chantent sur des rythmes pointés. La rêverie funèbre de Beethoven s'étire doucement en proposant inlassablement cette funeste rythmique emportée dans les modulations les plus diverses. Enfin, en des arpèges errants et dépourvus désormais de leur fatidique martèlement, la musique semble se dissoudre. Elle pourrait même s'arrêter et nous plonger dans un vide existentiel terrible. Mais le zoom avant vers la mort qui pourrait nous impliquer se retire et revient la longue déploration sur le corps de ce mystérieux ami, que je soupçonne d'ailleurs fort de ne pas être quelqu'un, mais l'oreille même de ce Beethoven. Soudain, tout ferait sens. Quel meilleur ami peut avoir un musicien que son organe auditif ? Le mot « oreille » en allemand n'est pas féminin, mais neutre. La déploration serait alors celle du compositeur lui-même sur ce qu'il sent se produire en lui. Un exil forcé du monde des sons. La dimension existentielle en est forcément renforcée. Voici Mondrenier dans ce premier mouvement, Adagio sostenuto, de la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven.
Le deuxième mouvement est d'un tout autre genre. Beaucoup plus détendu, dansant librement entre Menuet et Ländler, il permet de reprendre vie après la contemplation funèbre. On se souviendra que Vienne adoptera cette danse un peu rude et campagnarde pour l'intégrer au salon à la mode. Il deviendra, avec la valse naissante, un must des soirées dansantes. Franz Liszt, qui avait souvent le mot juste, disait de ce mouvement qu'il est une fleur entre deux abîmes. L'une des caractéristiques du Ländler était au XVIIIe siècle de représenter une danse à 3 temps, dont le deuxième temps est un peu raccourci et le troisième prolongé sur le premier temps de la mesure suivante, ce qu'on appelle une syncope, donnant parfois une certaine impression de binaire. C'est surtout perceptible dans le trio central de ce deuxième mouvement. Ce moment de détente, cette fleur, n'est en effet que temporaire, et lorsque débute le final, c'est sur le mode d'un presto agitato qui semble s'apparenter plus à une course urgente pour la survie qu'à un simple rondeau de sonate. On y retrouve le Beethoven impétueux, puissant, agité et déployant une virtuosité folle et une rythmique implacable. Dans ce terrible tumulte se dessine un deuxième motif plus mélodique, dans lequel le compositeur et musicographe français Vincent d'Indy voyait une allusion à une sonate pour piano forte de Carl Philipp Emanuel Bach. C'est tout à fait plausible, puisque Beethoven connaissait assez bien l'œuvre de clavier du plus célèbre des fils de Jean-Sébastien. Enfin, l'allusion au fameux motif du destin se fait jour et révèle le fatidique de la condition humaine et la force énergétique à déployer pour la terrible lutte qui s'engage. C'est dans cet esprit que tout le mouvement évolue, comme une chevauchée terrible et une âpre bataille. Ce sera celle de toute la vie de Beethoven. Mais soudain, tout bascule et la notion de fantaisie reprend son sens. De grands traits, comme ceux d'une toccata, traversent le clavier, tentent bien de reprendre pied, mais sont à nouveau interrompus par de grands et véhéments arpèges et gammes chromatiques, qui voudraient bien faire table rase de cet esprit tragique. Après un repos désabusé dans l'extrême grave du piano, la coda finale referme la partition en affirmant une nouvelle fois la destinée et ce qui sera désormais pour l'homme blessé l'objet de toutes les luttes à venir. Et pour Beethoven, la preuve que l'expression existentielle dans la musique passe inévitablement par la liberté formelle, quasi una fantasia, comme une fantaisie.